Bienvenue à bord, attachez vos ceintures, on va s'envoler avec Gilles qui va nous raconter 50 ans de journalisme avec sa Rolex GMT Master, référence 1675 de 1970. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Gilles. Bonjour. Ça va? Ah oui, ça va. Écoute, merci de me recevoir, merci de participer à cet épisode. Alors, tu nous la montres cette Rolex? Bah oui, c'est une GMT Master qui est un modèle un peu particulier parce qu'elle a eu une modification Waouh, elle est magnifique. presque tout au début que je l'ai eue Ouais. parce que... Tu peux l'essayer? Oui. Tu la déformes pas. Non. C'est une montre... C'est pas mal, on a le même poignet, dis donc. Ouais, Ouais. c'est la seule montre que je porte tout le temps, à part une Swatch de temps en temps pour faire du vélo. Et la raison pour laquelle je la porte au poignet droit, c'est que je faisais de l'enduro il y a longtemps. J'ai fait les trophées de France d'enduro qu'on avait lancés avec le journal L'Équipe. Ouais. Et donc j'ai couru un peu par hasard parce que j'avais demandé à un copain, François Soulier, avec lequel on organisait ça. Je lui ai dit, est-ce que c'est dur? Il m'a dit, si tu fais un tour, je paye le champagne à tout le monde. Alors après que j'ai fait un tour, j'en ai fait 2, puis 3. Et à la fin de la saison, j'ai gagné les trophées de France en catégorie débutant. C'est Joël Quérel, qui est un grand pilote, c'était un grand pilote de cross qui avait Et tu avais cette gagné montre en au poignet? Inter. Et j'avais cette montre en poignet, et quand on fait de la moto, comme tu peux le remarquer, il y a un montoir ici, Ouais. et quand on fait de la moto en enduro, ça finit par te faire un trou ici dans leur montoir, à force de frotter, il fait un trou. Donc il faut la porter au poignet droit pour pas que ça fasse de trou. Et en plus, cette montre, dans certains chocs, parce que quand on c'est un peu comme du cross, quand on a une réception de saut ou n'importe quoi, une fois elle avait un peu déconné en ce sens que le rotor avait accroché, je sais pas, je suis pas spécialiste, la spirale là-dedans, Ouais. le ressort, et elle s'était mise à avancer ou je sais pas quoi. Et à l'époque, Rolex France était Attends, à l'époque, tu l'as acheté il y a combien de temps cette montre, Moi, Gilles? j'ai dû l'acheter en 70 ou en 72, je sais Ouais, pas l'année. d'accord. Ouais. Bah, on regardera tout à l'heure. Le numéro de Ouais, référence, ouais. il est entre les cordes, Ouais, on pourra ouais. voir avec le numéro. Je l'ai acheté à un ami qui avait la bijouterie Fred rue Royale, qui était un grand régatier, parce Ouais. qu'à l'époque j'étais au journal de l'Équipe, et c'est Henri Samuel qui a été un très très bon barreur de Flying Dutchman. Et à l'époque, je m'occupais entre autres de la rubrique bateau à l'Équipe. Et donc Henri, bijoutier Fred, qui était distributeur Rolex, un jour il m'a dit, si tu veux acheter une Rolex, je te ferai un prix d'ami. Donc j'ai dû la payer 2200 francs, je crois, à l'époque, c'est-à-dire l'équivalent de 3000 euros. Tu sais combien ça vaut maintenant ce modèle-là? Parce qu'il est Oui, quand même ça très vaut- recherché, les collectors. Alors neuf, ça vaut 8000 et quelques francs. Ouais. 8000 et quelques euros, pardon. Ouais. Et de case, comme ça vaut près de 20 000 euros. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est tombé sur un fin amateur. Hein. C'est exactement ça. Celle-là, l'avantage, elle est beaucoup plus plate que les Ouais, modernes. elle est très très belle. Tu as vu, j'imagine, tu la vois tous les jours là. Bien sûr. Le bleu qui est patiné. J'ai une couronne etc. noire aussi, mais je ne la mets jamais. Comment? J'ai une couronne noire T'as une également couronne qu'on m'avait vendue et C'est que vrai je n'utilise pas. Oui. Alors, avant qu'on revienne, là, ce que je comprends et ce que tu m'avais dit quand on a un petit peu préparé cet épisode, c'est que tu as fait toute ta carrière professionnelle dans le journalisme sportif. Hein, on en parlera. Pas que sportif, Ouais, mais pas que enfin, sportif. non. Ouais, on en parlera un petit peu plus après. Quand tu as acheté cette montre, tu voulais à l'époque, tu aurais pu acheter une Submariner, on va dire une montre de plongée. Tu aurais pu acheter en 70 une Explorer. Tu voulais une double fuseau horaire? Oui, pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu de montres à pile, enfin de montres, je ne sais pas comment on dit dans le jargon. À quartz. Oui, voilà. Ouais, c'était le début du quartz, décembre 69, hein, un peu de choses près. Ouais. Donc, Et donc, deux choses. Un, j'ai toujours fait du bateau et donc il fallait une montre très étanche. Et la deuxième raison pour les deux fuseaux horaires, c'est que quand on travaille dans un journal, un quotidien, quand on est. Quand donc à on ce moment-là, voyage. tu travailles à l'équipe? Oui, je devais déjà travailler. De toute façon, j'ai toujours travaillé à l'équipe. Je fais ma première pige dans l'équipe, je vais avoir 15 ans. Donc, D'accord.
Et donc, quand tu voyages, j'ai fait souvent des arrivées de courses comme le Caprio, où il y avait Tabarly, ou enfin bon, j'ai souvent été à l'étranger, j'ai couvert 10 fois la Coupe de l'Amérique. Et quand tu étais journaliste dédié au sport nautique? Non, mais en fait, c'est un peu lié à mon métier. J'ai commencé à faire des régates à l'âge de 8 ans sur le lac d'Anguin. Alors souvent ça fait rire, mais il y a eu plusieurs champions du monde qui ont commencé à faire de la voile sur le lac d'Anguin. C'est un lac donc, qui est à 11 km du périph'. Donc en région parisienne? Qui fait, oui, Anguin, c'est à côté entre Montmorency et Épinay. Enfin voilà, c'est une très jolie ville thermale. C'est la seule ville thermale qui avait eu l'autorisation d'avoir un casino par Napoléon, je crois. Il y avait tout sauf la roulette, mais c'est une ville thermale. Tu as démarré et la voile là. Le lac, il fait 1 km 8 de large et 2 km 200 de long. Et il y a eu des régates à l'époque où les gens faisaient beaucoup de dériveurs. Il y a eu jusqu'à 70-80 bateaux sur le lac d'Anguin à faire des régates. Et il y a eu des très grands régatiers, comme Jean-Marie Danielou par exemple, et des tas de gens comme ça qui sont venus régater à Anguin. Ouais. On régatait en motte, en vaurien, en mousse, et puis après en 420, et puis après en 470. Comment cette passion pour la voile t'a amené au journalisme? Mais voilà, c'est que j'ai été champion national dans une série et je voulais faire les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et j'ai dit à mes parents, à l'époque c'est mon père qui m'emmenait avec le bateau en remorque, c'est toujours ce qu'on faisait. Et j'ai dit que je voulais faire les championnats d'Europe. Et il m'a dit, bah ouais, pour aller à Viry-Châtillon, à Freneuse ou à Melan, on veut bien t'emmener, mais pour aller à Medemblik, à Kiel, ou je sais pas où, ou à Torquay, c'est pas pareil. Donc, je suis allé au flanc, j'étais au lycée à l'époque, je suis allé au flanc, j'ai mis mon blazer, j'ai pris l'autobus, je suis allé le métro et je suis allé voir le directeur de la revue Bateau, qui était la revue la revue qui suivait le plus l'actualité de la voile. Et j'ai vu un monsieur charmant, Pierre Lava, qui n'est plus là malheureusement. Et je lui ai dit, voilà, moi je fais les régates, est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie des articles sur les régates auxquelles je participe? Il me dit, mais oui, jeune homme, tout à fait. Et j'ai commencé à faire 10 lignes, 15 lignes, j'étais payé l'équivalent de 5 ou 10 euros. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 15 ans. 15 ans, ouais. Et puis en fait, j'en ai fait un certain nombre. Et un jour, peu de temps après le début de notre collaboration, j'étais moniteur de voile à l'époque pendant les vacances à Noirmoutier. Et peu de temps après le début de notre collaboration, il me dit, il y a un championnat du monde de 5 au 5, c'est un très beau dériveur, le 5 au 5, qui reste très moderne, même 50 ans après. Qui me dit, il y a un championnat du monde à Saint-Quay-Portrieux, j'aimerais bien que vous fassiez, on pourrait faire 4 pages, est-ce que vous voulez y aller? Et j'ai dit, oui, mais moi je ne fais pas de 5 au 5. Il dit, mais moi j'en ai rien à faire, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un reportage sur le championnat du monde de 5 au 5. Donc nous sommes partis avec mon père en voiture, il devait avoir un Instamatic ou un truc comme ça, faire ce reportage. Et c'est là que j'ai rencontré l'homme qui reste sans doute un frère, mon meilleur ami qui m'a appris beaucoup dans le métier, qui s'appelle Patrick Chapuis, qui était jeune journaliste, qui venait de commencer la rubrique bateau de l'équipe, et il me dit, je cherche des correspondants, des gens comme vous, est-ce que vous voulez faire des piges pour l'équipe? Donc j'ai commencé à faire des piges très vite. Et puis malheureusement, ou heureusement, je ne peux pas dire, j'ai fait de plus en plus d'articles et de moins en moins de bateaux. Quand je dis de moins en moins de bateaux, c'est que je pense que j'avais un petit talent de barreur et que j'aurais pu faire sans doute quelque chose, gagner plus de régates. Ouais. Mais quand je vois ce que sont devenus les mecs qui étaient des grands régatiers de l'époque et qui malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas la voile océanique, comme on l'a créé après avec Michel Etévelon et plein d'autres gens. Tu parles de la route du Rhum ou des choses comme ça? Entre autres, oui. Il n'y avait pas de les gens, ils faisaient de la régate, c'était des amateurs. Il n'y avait pas de partenaires dans la régate. Attends, Gilles, revenons-en. Donc là, ça, c'est ton cheminement et ton histoire, comment tu étais passionné de voile, tu as fait des piges au flanc, tu es devenu pigiste de plus en plus et puis journaliste. Tout à l'heure, tu disais, quand on bosse dans un quotidien, tu vois, par rapport à pourquoi une GMT qui te donne 2 fuseaux horaires, c'est quoi? C'est pour tenir les horaires des bouclages? Parce qu'à force de voyager, quand on se réveille la nuit, on ne sait pas on sait plus s'il y a 6 heures de décalage dans un sens ou dans l'autre. On ne sait pas quel jour on est, etc. Et donc, en fait, quand on est journaliste et qu'on travaille dans un quotidien, ou je présume pour une radio ou une télé, les impératifs sont les mêmes, il faut une montre
qui t'indique toujours l'heure du pays dans lequel tu travailles. Donc cette montre-là, par exemple, elle a toujours été à l'heure française. On ne change jamais, on tourne la couronne. C'est très simple, un système Rolex, il suffit de tourner la couronne. Il y a une aiguille qui fait 24 heures. En fait, cette montre, elle était plus ou moins faite aussi pour les explorateurs, en particulier les mecs qui allaient au pôle, puisqu'on ne sait plus très bien où est la nuit et le jour. Et cette montre, n'est-ce pas, comme chacun sait, il y a une partie jour, une partie nuit. Il suffit de tourner la couronne pour savoir quelle heure. Donc moi, c'est très important de savoir l'heure dans quel pays. Est-ce que tu as le souvenir de ne... Comment dire, de ne pas avoir raté un bouclage justement parce que tu étais équipé de cette montre? Ah oui, parce que enfin, j'ai jamais raté l'envoi d'un papier de ma vie, mais je veux dire, ça m'évitait de me tourner, de me poser des questions. Je m'en sers pas beaucoup, d'ailleurs, un peu coincé. Je vois que tu la portes au poignet droit, donc tu nous as raconté ça, c'est lié en fait au motocross, au vélo que tu faisais plus jeune, justement pour éviter d'avoir des marques avec... Oui, parce que la montre, ici, si elle repose sur une partie plate. Et donc, voilà. En plus, cette montre, elle est un peu particulière. Donc, elle a, pour pas justement qu'elle subisse les chocs, parce que quand moi, je joue par exemple au golf, j'ai joué au tennis, les gens, ils retirent toujours leur montre pour faire du sport. Or, ça, c'est typiquement une montre de sport. Donc, c'est complètement stupide de retirer une montre pour faire du sport. Bien sûr. Encore aujourd'hui? Bien sûr. Je fais tout avec, je fais de l'avion, je pilote les avions, enfin tout ce que je pilote, les motos, les voitures, je garde toujours ma montre. Et cette montre, elle a une modif, c'est la première qui était sage, donc j'allais déjeuner souvent, j'ai connu le patron de Rolex à l'époque, et ils avaient un bureau dans un immeuble, là où a été tourné, je crois un éléphant, ça trompe énormément, au coin de la rue de Tilsit et de la Grande Armée. Il y avait même Rolex en haut marqué. Et j'étais devenu copain parce qu'effectivement, sur les photos, j'apparaissais avec la montre. J'étais devenu copain avec le patron de Rolex et qui m'avait dit, mais venez déjeuner avec nous. Il y a un petit bistrot qui s'appelle le Bidou Bar, rue Anatole de la Forge. Et ils déjeunaient là tout le temps. Ils avaient leur nom d'ailleurs sur les chaises. Et c'est les rois du sponsoring, hein. Ils mettent leur nom partout, en fait, Rolex. Ouais, à l'époque, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et en fait, ce garçon m'avait dit, bah, on déjeune et pendant qu'on déjeune, on révisera la montre. C'est-à-dire que je l'ai chez eux à 1h moins le quart. Je laissais la montre à un monsieur charmant qui était un vieux technicien qui ressemblait un peu au professeur Tournesol, qui avait une blouse blanche. J'étais admis dans l'atelier où il s'occupait des montres, puisque pour une Rolex, c'est très précis, mais effectivement, elle est réglée en fonction de l'activité qu'on fait et de l'endroit où on la porte. Si on la porte à la main gauche ou à la main droite, selon qu'on est droitier ou gaucher, c'est pas pareil. Et ils ont un petit appareil, ils retirent le bracelet, ils retirent le capot arrière, je ne sais pas comment on dit, avec une machine, et ils la mettent sur un présentoir qui mesure l'avance de la montre dans toutes les positions, comme ça, à plat, comme ça, à gauche, à droite et tout. Ouais. Et donc, il m'avait expliqué, il m'avait tout montré, et je lui avais expliqué l'inconvénient qu'il y avait eu sur la montre. Et il a fait pour moi, il m'a bricolé. Attends, juste pour les auditeurs de la chaîne, hein, c'est ce qu'on appelle l'IT, hein, l'indice de tolérance. Hein. IT4, ça veut dire plus ou moins 2 secondes par jour, effectivement, en fonction de la position de la montre, à l'horizontale ou non. Tu as conscience, Gilles, que ça ne se passe plus du tout comme ça chez Rolex. Hein. C'est-à-dire que quand tu te pointes chez eux et que tu veux acheter, par exemple, une montre professionnelle, hein, une GMT Master 2 maintenant, puisque la première est plus faite, en fait, c'est pas que tu te fais envoyer balader, c'est qu'on te dit on n'en a pas, et puis si tu n'es pas client du point de vente où tu viens, on te dit bah, je peux pas vous mettre non plus. Mon cher ami, ne dites pas du mal, je suis très pote avec Philippe Schaeffer, qui est l'ancien patron, et avec France Cam, avec toute la bande de Rolex, puisqu'ils sont à fond dans la voile, le golf et tout, et que je les vois très souvent. Bien sûr. Ils ont sponsorisé. Mais à l'époque, donc c'était Rolex France, c'était, je sais pas, 300 mètres carrés de bureau dans un immeuble au 4e ou au 5e étage, je crois, d'un immeuble donc de l'avenue de la Grande Armée. Et l'atelier, il y avait des bureaux pour le patron et puis ses adjoints, son secrétariat. Et il y avait un atelier qui devait faire 150 mètres carrés derrière avec 3-4 techniciens ou 5 techniciens. Et donc j'ai expliqué le problème et il m'a fabriqué un pont, une petite pièce en métal qu'il a fixé entre 2 vis derrière, qui existent ces vis, mais il a fixé une pièce très fine qui fait que plus jamais le rotor, le ressort là, pouvait toucher le contrepoids derrière. Okay. C'est la première qui a été faite comme ça.
pour moi. Ouais. Et depuis, je crois que c'est une modif qui est sur toutes les GMT Master. Eh ben, on va demander aux spécialistes qui regardent la chaîne et en commentaire, il y a des gens très pointus, Gilles, là-dessus, ils nous mettront Je suis content des d'avoir- choses intéressantes. En préparant cette émission, Ouais. je suis tombé sur une photo de toi avec Bernard Hinault et Bernard Tapie sur un vélo. Ouais. T'as suivi le Tour de France J'ai pour- pas professionnellement parce Ouais. que Mais tu portais à la main droite, sur la photo, j'ai toujours- une Rolex CGMT depuis que je l'ai acheté, Master. j'ai acheté, c'est la même. J'ai Ouais, j'en jamais eu doute pas, d'autres bien sûr, montres. bien sûr. Jamais. Est-ce que tu as, dans tout c'est quoi ton plus beau souvenir qui a un rapport avec le temps, puisque c'est quand même le sujet de l'émission, dans tous les événements que tu as pu suivre, sport automobile, voile, etc. S'il y a un truc qui devait ressortir, un truc tu vois, qui t'a vraiment marqué. D'abord, j'ai suivi la F1 pour la presse écrite et ensuite en tant que producteur de télé pendant 25 ans. Donc c'est un sport qui marche au millième de seconde. Il y a quand même souvent dans une qualif avec des voitures dessinées différemment. Maintenant, elles sont les mêmes pneus, mais à l'époque, il y avait plusieurs manufacturiers de pneus, plusieurs motoristes et plusieurs pilotes. Et il est quand même pas rare qu'en qualif, il y ait 10 pilotes en moins d'une seconde. Ouais. Donc, je veux dire, c'est un sport d'une précision folle. C'est la F1, les gens ne s'imaginent pas, mais c'est la technologie qui n'existe peut-être même pas dans l'aéronautique. Si j'ai le temps de développer ça, je peux expliquer pourquoi. Quand Dassault décide, Vas-y, bien quand sûr. Dassault décide de faire le Rafale, ils décident le Rafale, ils mettent 5 ans pour le dessiner, 5 ans pour faire un prototype, 5 ans pour lancer la série. Donc il y a 15 ans entre le moment où on décide de faire un avion et le moment où ils volent. Et quand en F1, on va prendre des écuries de pointe, si Mercedes se fait taper par Ferrari dans un Grand Prix, il y a une telle technologie, ils ont tellement une puissance de feu informatique et des ingénieurs, puisqu'il y a 200 ingénieurs dans les top teams et que sont les meilleurs de leur promotion dans les centres de formation aéronautique en Angleterre, en France, enfin, et ailleurs, que ces mecs-là, quand par exemple si Ferrari trouve un truc, il y a un truc sur l'aileron, tu peux être sûr que le Grand Prix suivant, tous les top teams l'auront. Ouais, bien Même sûr. peut-être un truc on a vu par exemple, ils ont tous des jets et des avions pour aller, etc. Si c'est un Grand Prix en Europe, s'il y a un truc le vendredi et qu'il y a une écurie qui tout d'un coup gagne 2 dixièmes au tour par rapport à ses performances habituelles, eh ben, il n'est pas rare qu'ils commandent la pièce en Angleterre parce qu'ils ont des autoclaves, des trucs sous vide, du carbone partout et des trucs enfin, chauffés ils ont les technologies les plus modernes, il n'est pas rare qu'ils l'aient le lendemain. Donc il y a une grosse différence. Ouais, donc, est-ce qu'on peut et dire, alors, je vais Gilles, finir vas-y. simplement pour les rapports au temps. Le deuxième, peut-être plus beau souvenir, on a lancé la route du Rhum grâce à Michel Etévenon et Jacques Godet, qui étaient le patron de Donc l'équipe. la route du Rhum, Gilles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la traversée de Qui l'Atlantique. peut connaître pas la route du Rhum? C'est quoi? C'est Sable d'Olonne? Non, Non, ça la c'est route du le Rhum, Vendée Globe, ça. la route du Rhum, c'est Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Et en fait, c'est né la route du Rhum parce qu'il y a une course que tout le monde connaît, j'espère, qui s'appelait le Star au départ, qui est la Transat qui a été gagnée par Tabarly en 64 et en 76. Tu as écrit un bouquin sur Oui, Tabarly de et mémoire. sur la route du Rhum. Ouais, sur la route du Rhum. Ouais. Et donc, en gros, quand Alain Collat avait fait Club Med, qui est devenu après le Fosséa, qui appartenait à Tapi, qui a été racheté par Tapi, quand il a fait le Club Peut-être Med, pour ça que tu étais en il fait photo. 72 mètres de long. Les Anglais ont eu peur qu'un solitaire sous pilote automatique en train d'essayer de dormir passe au milieu d'un chalutier en quittant la Manche et le début de l'Atlantique. Donc ils ont décidé en 1900, après 76, après la deuxième victoire de Tabarly, ils ont décidé de limiter la taille des bateaux à 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres 28. Et là, Michel Etévenon, que j'avais connu parce que c'était un publicitaire qui s'occupait entre autres du budget Critère, et il avait financé le premier bateau skippé par Kersozon qui s'appelait Critère 2. Et on était ensemble à Sydney, et à Sydney, il me disait le bateau, il ne connaissait pas grand-chose au bateau, Michel à l'époque, et il me disait le bateau c'est intéressant, et un jour j'organiserai bien une course.
Ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quand les Anglais ont annoncé un lundi, il y a une dépêche AFP qui a dit les Anglais, le Star arrête d'organiser la Transat en solitaire pour les bateaux de plus de 18 mètres 28. J'ai dit à Michel, c'est le moment rêvé pour organiser une course. Il me dit, ça tombe bien, j'ai les Romiers de Guadeloupe qui cherchent à créer un événement. Ah, génial. Et donc, en gros, il me dit, moi, je suis partant pour organiser une course, mais est-ce que l'équipe me suit? À l'époque, l'équipe était Faubourg Montmartre. Jacques Godet avait un bureau magnifique qui était un endroit culte, puisqu'il y a eu, c'est là qu'il recevait les champions, enfin, etc. C'était un bureau très long où il y avait les conférences. C'est un endroit très prestigieux avec des tas de trophées, les premiers trucs du Tour de France, enfin, etc. Enfin, vraiment un endroit, ça va. Il était au fond de son bureau et moi, Godet m'aimait beaucoup et c'était un monsieur qui était très jeune de caractère. Et j'ai cogné à son bureau. Quand on a reçu la dépêche, je suis descendu de son bureau, j'ai dit voilà, Jacques, Michel Etévenon est prêt à organiser une épreuve entre la France et la Guadeloupe, à condition que l'équipe suive. Il m'a dit, c'est l'expression favorite, foncez mon vieux. J'ai rappelé Michel Etévenon et je lui ai dit voilà, on va faire un papier demain matin sur l'arrêt de la Transat, enfin l'arrêt de la Transat pour les grands bateaux. C'est ce qui quand même intéressait les gens, quoi. C'est la folie, les premiers multicoques, les premiers grands bateaux, etc. Et on a annoncé donc l'arrêt de la Transat pour les bateaux de plus de 18 mètres 28. Et en dessous, Michel Etévenon, 2 points, je relève le gant. Et on a annoncé la route du Rhum. Voilà comment est née la route du Rhum en une après-midi. Génial. Eh bien écoute, tu es un féru d'histoire. On va voir si le concernant, il se souvient de ses premiers émois horlogers. C'est parti pour la séquence Souvenir. Alors Gilles, tu nous as parlé un peu de ton histoire. Est-ce que tu te souviens de ta première montre? Comment tu as appris à lire l'heure? Qu'est-ce que tu as en tête? Pas vraiment, ma première montre, je ne sais plus, j'ai peut-être eu pour ma communion une Lip, j'en sais rien, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais de toute façon, j'ai toujours aimé les Rolex. C'était un rêve. Moi, il y a des objets comme ça. Ouais. Quand j'étais gamin, puisque j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, je faisais du bateau. J'ai été très jeune au Glénan, au centre de voile des Glénans. J'ai même eu une dispense d'âge, parce que je crois que j'ai été un des plus jeunes moniteurs de voile en France. J'ai eu, je l'ai toujours d'ailleurs, mon brevet de moniteur, numéro 70. Comment tu fais le lien entre Rolex et voile? Mais parce que j'étais au Glénan par exemple, et je ne pouvais pas être officiellement moniteur parce que j'étais trop jeune. Il fallait avoir 18 ans et la première fois que je suis allé au Glénan, je devais en avoir 15 ou 16. Je m'occupais des bateaux matérialistes et je me souviens que quand on avait un certain niveau, on faisait des petites croisières sur des bateaux qui s'appelaient les Dogres, qui étaient des petits 2-mâts d'école. Ouais. Et on est allé des Glénans à Bénodet, etc. Et comme bon, le bateau, j'avais débarqué les mecs à terre, puis j'avais été mouiller le bateau tout seul. Et puis j'étais revenu, j'avais mis mes affaires dans un sac étanche, j'étais revenu à la nage. Et puis j'avais une montre qui était soi-disant étanche, elle n'était pas vraiment. La Lip n'était pas étanche? Non, je ne sais pas si c'était une Lip, enfin bon. Et je me suis dit, tiens, quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai une vraie montre étanche. Et donc une Rolex, pour moi c'était un fantasme. Et donc j'ai fait des économies pour m'acheter cette Rolex que j'ai donc pas payé cher. Et quand tu me demandais tout à l'heure mon rapport au temps, ça revient à la route du Rhum, parce qu'il faut terminer le chiffre du Rhum. En dehors de la F1 moi j'étais très proche de Senna. Et donc de ce que Senna faisait en particulier sur un circuit comme Monaco, sur rapport au temps, là on revient à la route du Rhum. Première route du Rhum, il y a eu 98 secondes d'écart après 3 semaines de course plus ou moins entre Mike Birch et Michel Malinowski. Et donc ces 98 secondes, on avait quitté 98 secondes pour l'éternité, ça faisait 8 colonnes à la une de l'équipe et on voyait les 2 bateaux arriver. En fait, Mike Birch a passé Malino à 2000 de l'arrivée, même pas 2000. Ils sont arrivés les 2 bateaux quasiment ensemble sur la ligne. C'est à ce moment-là qu'on a considéré que ces courses au large, c'était des courses de sprint également. C'était pas simplement il faut réussir à arriver, quoi. De toute façon, l'histoire de la voile, qui est quand même historiquement liée à l'histoire de l'aéronautique, puisque au début, les navigateurs sur les bateaux, c'était des marins. Sur les avions, il fallait un mec qui fasse la navigation.
En fait, l'histoire de la voile a évolué. C'était très important d'avoir l'heure parce qu'il fallait faire le point. Bien sûr. Tabarly. La fiabilité de l'heure, effectivement. Évidemment. Il faut faire le point, il faut faire une méridienne. C'est à midi en général, on mesure la hauteur. Enfin, je ne suis pas spécialiste, hein, mais on mesure avec un sextant, un mesureur d'angle, on mesure la hauteur du soleil et il y a des tables. Après, on fait, je ne sais plus si ça s'appelle. Donc forcément, s'il n'est pas midi, il est 13h à ta montre, à une seconde, à un problème. À une minute près, on peut être plus du tout à l'endroit où on pensait. Écoutez, on va enchaîner sur le quiz. Allez, c'est parti, Gilles. Alors, je pensais que tu étais très très calé en sport automobile. J'ai l'impression que tu l'es encore plus sur la voile, mais je voulais te tester sur des petites choses sur l'aventure et le sport en général. Alors, tu sais, il n'y a pas de règlement, il y a 2 questions toutes bêtes, histoire de rigoler entre passionnés. Alors, c'est parti pour la première question. Rolex a lancé en 1963 un modèle portant le nom d'une des plus grandes courses au monde. Réponse A, le Monaco Formula One Grand Prix. Réponse B, Daytona 24 Hours. Réponse C, Indy 500. C'est Daytona. Réponse B? Oui. Ouais, vu ce qu'il nous raconte, Gilles, 50 années de journalisme dans le sport, sport, etc. Parce que je sais oui, forcément. Rolex Daytona. Ouais, bah oui, mais bon, tu as vu que maintenant la course s'appelle le Rolex 24 at Daytona. Qu'est-ce que tu penses de la présence de Rolex en sponsoring partout? Ils font, je veux dire, ça fait Rolex, 70 ans que ça dure, c'est un carton absolument phénoménal. D'abord, je ne suis pas spécialiste financier, mais je pense que tu sais que les amateurs savent que Rolex est une fondation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est suisse et je ne sais pas par quel miracle juridique, Rolex est une fondation. Et Rolex, donc, a une stratégie très agressive, en ce sens que je ne sais pas ce qu'il en est des autres montres premium, mais Rolex a toujours fait très attention à préserver l'image de sa marque. C'est-à-dire que j'ai un copain, qui est un très bon copain, qui s'appelle Gilles, qui est expert en montres. Donc comme toi. Il s'appelle Gilles comme moi, oui. Il est suisse, il a plein de qualités, il est cellier de marine, enfin, etc. Et il a des montres, il a une fortune de montres, il a des belles voitures et des belles montres. Il est payé, il a été par exemple, il n'est pas salarié chez Rolex, mais il a été consultant ou je sais pas quoi, justement, pour débusquer toutes les fausses Rolex, etc. Et par exemple, il y a une chose qui est Rolex ne donne pas sa marque à vendre à n'importe quel bijoutier. Il y a des agents ou je sais pas, des concessionnaires, je sais pas comment on dit. Et si jamais, par exemple, un concessionnaire un peu en difficulté est tenté de casser le prix ou quoi que ce soit, il y a un mec comme lui qui va, il dit voilà, vous avez des Rolex, avant vous la vendez moins cher, vous en avez combien? Vous en avez 20? Très bien, je vous rachète les 20. Rolex le paye pour racheter les vins au prix du commerce pour pas qu'on casse les prix. Alors la question de départ que je m'avais posée, c'est comment Rolex a une stratégie très intelligente. Ils sont présents sur tous les endroits, les manifestations où théoriquement on a envie d'une montre performante. Donc ils sont présents en F1, ils sont présents sur la voile, ils sont présents sur le cheval, ils sont présents sur plein d'autres choses, sur le golf et l'opéra et des tas de choses. Tout ce qui est où les gens ont une certaine notion de... L'exigence, la performance, la fiabilité. Voilà, et qui adorent les produits vraiment exclusifs. Tu es déjà allé au Daytona 24 Hours? Non. Gilles, on sort de l'automobile et de la voile, on est sur un autre sujet. Alors, quel est le nom de la première personne à avoir conquis l'Everest en 1953? Réponse A, Hillary Clinton. Réponse B, Sir Edmond Hillary, il n'y a pas besoin de l'agencer. Sir Edmond Hillary. Réponse C, Edwin Moses. Non, c'est Hillary avec le Sherpa. Hillary Clinton? Non. Sir Edmond Hillary avec le Sherpa Tenzing. Ouais, bien sûr, bien sûr. Souvent, on ne l'associe pas, alors que, bien évidemment, il n'aurait pas fait ça sans seul. Sherpa, tu ne pouvais pas y aller, surtout avec la technologie de l'époque. Maintenant, il y a une grosse différence, c'est que les vêtements, comme dans la voile, les vêtements sont beaucoup plus permettent des performances beaucoup plus importantes qu'avant. Gilles,
assez facilement. Tu as gagné 2-0 ce quiz, c'est assez rare, mais forcément, on a un féru d'histoire et de sport en général, donc en parlant de Rolex, c'était un petit peu évident. Gilles, on passe à la dernière séquence. Est-ce qu'il y aurait une autre montre, une nouvelle montre, avec tout ce que tu as vécu avec celle-ci, qui te ferait plaisir? Non, très honnêtement, justement, mon pote expert en montres, il a des très Donc très le belles... fameux Gilles suisse. Oui, le Ouais. Gilles suisse, oui. Je te le présenterai, tu pourras l'interviewer parce que Avec plaisir. lui, il a des Audemars Piguet, il a Ouais, mais ça, c'est lui, des ça. Piaget, Il t'a- il a des Breguet par exemple et des montres à double, triple, quadruple complication, enfin, etc. Ouais. Et il Donc, avait... il t'a fait rêver sur quelque chose? Non, je vais te décevoir là-dessus. Je vais simplement finir sur l'aspect Gilles. Quand j'ai écrit le bouquin, par exemple, sur la route du Rhum, je l'ai écrit en partie à la Trinité, l'été, parce qu'en fait, je ne voulais pas l'écrire, ce bouquin, et puis ils sont venus 2-3 fois à la charge et j'ai fini par l'écrire. Et je logeais, à un moment, j'ai logé, il avait dans la zone artisanale de la Trinité, la zone artisanale de Kérisper, je crois. Il avait son atelier où il fabriquait des taux, des bâches, des sacs. On a fabriqué des sacs de voyage ensemble, enfin des trucs comme ça. Et il avait une petite partie habitation. Il m'a prêté une chambre. Et dans la chambre, il y avait une armoire qui faisait un bruit et tout parce qu'il avait 4-5 montres et des remontoirs automatiques qu'il fallait faire tourner pour pas qu'il y ait tout ça. Donc voilà. Non, alors pour te répondre à la première question sur la montre, je vais être iconoclaste. En fait, la seule montre éventuellement que je pourrais acheter en gardant la Rolex au poignet droit, c'est une montre, Une montre électronique une qui va montre prendre électronique, ton pouls, oui. Les biorhythmes et oui, tout ça. enfin une montre comme les montres fabriquées par Apple. par Apple, oui, par exemple, parce que ça peut être intéressant à vélo de savoir combien de kilomètres, d'avoir. C'est un couteau suisse, quoi. Ouais. Mais en tout cas, rien qui te fait rêver. C'est plus pratique. Non, parce que cette montre, elle a plus de 50 ans. Je la révise pas je la fais pas réviser très souvent. Là, il faudrait quand même elle a un peu de jeu dans le bracelet. Il faudrait que je fasse gaffe de ne pas la perdre. Mais elle est précise. Elle prend pas une minute par quinzaine. Non, mais c'est bien. Tu sais qu'elle est de 1970, c'est mon année de naissance. Hein, donc si un jour tu sais pas quoi en faire, je l'apporterai avec grand plaisir. Je dirais juste un mot. Celle-là, je vais quand même la donner à mon fils dans son testament. Hein. Génial. Écoutez les amis, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez envie de participer, vous m'envoyez un email comme l'a fait Gilles sur contact@dailyshoes.fr avec dans l'objet de votre email les références de votre montre, quelques photos, quelques informations vous concernant, surtout de quoi vous avez envie de parler. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est l'histoire. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette montre? C'était passionnant avec Gilles et je vous dis à très bientôt.